Alors pourquoi, pourquoi je suis rentré dans la résistance? Oui. Ben, vous savez, au lycée de Périgueux, Oui. ce qu'on a fait, on a commencé à déchirer les photos de Pétain. Ah, Il y d'accord. avait des photos partout, dans toutes les classes. D'accord. On a déchiré les photos de Pétain. Pour quelle raison? Parce que la France était pétainiste à l'époque. Mais on le dit, oui, moi j'étais furieux de ça. C'est parce qu'il y a des historiens comme Amouroux de Bordeaux qui a écrit ça, qui a dit ça, et on l'a cru. Eh bien, j'ai été impatient de retrouver après la déclaration de guerre, mes copains du lycée de Périgueux, pour savoir ce qu'ils étaient, s'ils pensaient comme moi et tout ça. Et on était pour De Gaulle, immédiatement. Vous avez été gaulliste tout de suite? Pas tout de suite. Tout de suite. Ben, j'avais un copain, par exemple, dont le père était maire de Périgueux, et qui m'avait donné la photo de Gaulle. Et je me suis baladé pendant toute la guerre avec la photo de Gaulle sur mon portefeuille. Et le 18 juin 40, c'était un moment important pour vous, un moment fort. Bien sûr. D'accord, vous étiez un gaulliste de la première heure. Ah oui, oui, absolument. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la résistance, concrètement? On n'avait pas l'armement extraordinaire, on avait une mitraillette, on a fait dérailler des trains, on faisait la ligne Paris-Toulouse, Toulouse-Paris. Il y avait des trains qu'on avait fait dérailler. Il y en avait un qui était couché sur les rails et qui a coupé vraiment la circulation. Alors quand les Allemands voulaient rentrer, voulaient se précipiter sur le front de Normandie, ils ne pouvaient plus passer là parce que c'était coupé. Des actes de sabotage. C'était des sabotages. Donc le souvenir de cette période, c'est un moment de joie, de combat, de souffrance. Quel souvenir vous en gardez de cette période? De fraternité peut-être aussi? Non? C'est plutôt souffrance. Quand même. Souffrance quand même. Vous rentrez dans la magistrature en 1949, 48, après avoir fait votre licence en droit. Oui, voilà. Il fallait être avocat à ce moment-là, il fallait avoir été avocat pendant 2 ans, inscrit au barreau pendant 2 ans, avoir été pendant 2 ans attaché stagiaire. Et alors j'ai eu la chance de passer, on passait par Fournier, on était 5 ou 6, on était reçus au secrétariat général de la Cour d'appel de Paris. Et alors là, c'était deux magistrats qui ont été pour moi vraiment extraordinaires. Oui. Alors, vous vous souvenez des noms de ces deux Alors magistrats? des noms, je peux vous donner des noms, oui. Il y avait celui qui était venu, s'appelait Bernard Comte, qui a été président de la chambre criminelle. Il y avait Cherpitel, qui était avocat général, et qui ont été absolument des gens formidables avec moi. Des premiers modèles. Immédiatement, c'était mes premiers modèles. Il y a eu ensuite un avocat général qui s'appelait Boucheron. Il y avait une commission qui se créait pour refondre le code de procédure pénale. Alors on m'a demandé d'être le secrétaire de cette commission. Ça ne m'emballait pas d'y aller parce que j'allais quitter moi, le parquet général de Paris où j'étais. Je trouvais que c'était bien pour moi. Mais alors là, je suis tombé avec des gens, si vous voulez, qui étaient absolument extraordinaires. Alors un nom, le président Patin. Le président Patin. Alors, qui était membre de cette commission. Et j'ai connu comme ça le professeur Voin. Oui. Il y avait un avocat, je ne sais pas si, mais maintenant il y a tellement longtemps, il s'appelait Joël Norman. Oui, bien sûr. Et qui m'a donné. Communiste. Avocat communiste. Et qui était un avocat communiste. Mais avec lequel je suis devenu, c'était un ami à la fin. Un ami aussi parce qu'il était un grand résistant, évidemment. Parce qu'il était résistant. Chez Jean Foyer, quand vous êtes conseiller de Jean Foyer, au garde des Sceaux, quelle est votre activité? Je supervise tout ce qui se passe à la direction criminelle. Ah, vous supervisez la direction, vous êtes l'interlocuteur de la direction des affaires criminelles. C'est comme ça que vous connaissez la direction des affaires criminelles et des grâces, la DACG. Bien sûr. Vous êtes directeur des affaires criminelles. On est sous la présidence de Georges Pompidou. Vous avez connu mai 68. Chaque soir ou chaque jour, le procureur de Paris, qui était l'ancien directeur des affaires criminelles, s'appelait Pajot, qui avait été nommé directeur
Et moi, j'avais pris la place de directeur, c'est moi qui l'avais remplacé comme directeur des affaires criminelles. Il me téléphonait chaque jour pour me demander pour s'entendre avec moi sur la décision qu'il fallait prendre. Sur les poursuites. Hein? C'est les poursuites. Sur les poursuites. La politique pénale. Les poursuites. Ouais. Je cherchais toujours à apaiser les poursuites. Quelle relation vous aviez avec Georges Pompidou? Vous avez des relations avec lui? Très bonnes. Très bonnes, puisque dans le rapport, ce qu'on a appelé mon rapport, quand Pleven a critiqué le rapport en disant que ça ne reflétait pas le point de vue du ministère, Pompidou, qui a fait une conférence de presse le lendemain, je crois, a fait des éloges. Les instructions, ça se passait comment? Est-ce qu'il y avait des instructions individuelles ou générales, positives ou négatives? Est-ce qu'il y avait des instructions? Vous savez, j'ai connu les affaires Markovic, Ben Barka, les affaires et forcément il y avait il n'est pas pensable que dans ces affaires-là, il n'y ait pas d'instruction. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques affaires marquantes à l'époque? Je pense notamment à l'affaire Gabriel Russier. Ah oui. Ah, j'en ai été bouleversé. Ma douleur, ça a été de ne pas intervenir assez tôt. Parce que vous voyez qu'il faut intervenir quelquefois. Comme quoi, Parce que quand j'ai appris que cette femme avait été en prison. Parce qu'elle avait une relation avec un de ses étudiants, un de ses élèves. Oui, bon, écoutez, Oui, mais il faut le rappeler au public. À l'époque, c'était un mineur, c'était un scandale. Oui. Et elle s'est suicidée avant mon coup de téléphone. Alors ça m'a mis au... C'est un des trucs les plus douloureux que j'ai eu, peut-être. Parce que j'ai trouvé ça absolument... Et j'étais heureux. Elle était en détention. Comment? Elle était en détention quand elle s'est suicidée. Oui. Elle était détenue. Et votre action... Et ça, j'ai trouvé que c'était bien, la réaction de Pompidou. Oui, en citant le vers de Paul Éluard, admirable. Pour vous, c'était un moment douloureux. Ah oui, absolument. Douloureux. Mon coup de téléphone, j'aurais dû le donner plus vite. Quelles sont les réformes que vous avez mises en œuvre en matière pénale pendant que vous étiez directeur des affaires criminelles? Je pense notamment aux lois de 70 sur le contrôle judiciaire. Quelle était l'inspiration de ces lois que vous avez portées? Qui est moins de détention provisoire. Et je l'ai écrit souvent. Et encore une fois, c'était ma hantise. Rappelez-nous votre rôle dans l'affaire Touvier. Excusez-moi, je vais avoir l'air de mettre en cause le clergé. Dans cette affaire Touvier, j'ai été cité comme témoin à Versailles, dans la cour d'assises de Versailles. Et j'ai dit ce que je vais vous dire là, mais pas davantage. J'ai dit que le clergé n'avait pas eu un rôle reluisant. Il avait protégé Touvier. Et qu'il avait protégé. J'avais mis déjà mon avis sur ce dossier, que c'était un rejet que je motivais. Et le rejet de la demande de grâce? Oui, la demande de grâce. Pompidou a gracié quelques trucs, ce n'étaient pas les trucs les plus formidables, c'était des trucs secondaires, mais enfin, n'importe comment, c'était positif. Pleven, qui était le ministre, a signé le décret de grâce sans même me demander ce qu'il fallait faire. Il a su quand même que moi j'avais dit non. En tant que DACG. Oui. Et ça s'est fait comme ça. Pourquoi publier dans Le Monde des articles sur l'histoire de la justice, sa crise contemporaine? C'est une volonté de vous adresser à l'opinion publique à ce moment-là? Parce que j'ai un lecteur assidu du Monde. Vous connaissez Jacques Fauvet, je crois. J'étais très bien avec Jacques Fauvet. Le rapport diffusé porte mon nom. Mais je n'ai jamais voulu qu'il soit publié. Mais vous l'avez publié quand même dans la Simple C'est pour moi qui l'ai publié. Après, vous avez vu pourquoi, quel chemin j'ai pris? Alors expliquez-nous pourquoi vous l'avez publié après.
Parce que j'avais eu des difficultés avec le garde des Sceaux. Alain Peyrefitte. Alain Peyrefitte. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez bien, il avait dit que les textes qu'il faisait sur sécurité et liberté Oui. étaient des textes qui s'inspiraient des idées que j'avais eues. Alors j'ai fait un article disant que je ne tenais pas à servir de caution au ministre de la Justice. C'est lui qui a demandé que le rapport soit publié. D'accord. Et quand la gauche revient au pouvoir, votre carrière donc redémarre, vous êtes nommé procureur général Cour d'appel de Paris, puis ensuite Cour de cassation. Ensuite, vous êtes garde des Sceaux au titre de la société civile. Comment vous avez vécu cette période où les juges d'instruction s'émancipent de la tutelle politique? Comment vous l'avez compris? Est-ce que vous avez soutenu ce mouvement ou est-ce que vous étiez sur la réserve, étant vous-même un magistrat politique, quelque part? Oh non, j'ai soutenu tout à fait. Vous avez soutenu ce mouvement. Par exemple, le monde disait quelque chose, que je voulais le rattachement de la police judiciaire à la justice. Parce que je pense et je le pense fortement, et je le pense depuis l'affaire Ben Marca, les discussions que j'avais eues avec l'ambassadeur Noël, qui avait été chargé de faire un rapport par De Gaulle. On termine, on avait commencé par ça, par l'affaire René Bousquet. Quelle était la position de François Mitterrand à l'époque? Qu'il ne fallait pas poursuivre. Il vous l'a exprimé? Il l'a exprimé. Bras dessus, bras dessous, en vous promenant dans les jardins de l'Élysée, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pratiquement. Pratiquement. Et vous-même, c'était quoi qui vous animait? Ce souvenir de la résistance? C'est plus que cela? Non, c'était que il y avait eu quand même des actes qui étaient inqualifiables, sur lesquels on dormait, on avait dormi, et qu'on n'aboutirait pas, que la justice ne serait pas rendue.